Bonsoir et rebonsoir à tous. On va commencer la séance plénière. Je me présente, Hanen, présidente de la TUJ France. Je vous souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue pour ceux qui on s'est déjà vu. Au nom de l'association, je tiens à vous remercier d'avoir été si nombreux à nous rejoindre aujourd'hui pour la 24e édition du Forum dans sa journée parisienne, qui est par ailleurs sa 10e depuis la première édition en 2006, qui a lieu ici même à l'ECP Europe. Alors aujourd'hui, nous avons souhaité vous faire voyager avec vous dans le temps pour essayer d'imaginer la Tunisie en 2030 à travers la conquête de l'Afrique, l'exploitation des richesses locales, les industries créatives, le capital humain, etc. J'espère que vous avez pu apprécier toutes les belles histoires des Tunisiens qui ont osé le retour en Tunisie lors des Tunisian Success Stories. J'espère également que les jeunes entrepreneurs et la découverte des lauréats du concours Adventure vous a donné envie d'entreprendre et de surtout entreprendre en Tunisie. Nous souhaitons, ainsi qu'à tous les entrepreneurs, beaucoup de réussite et d'être soutien de l'emploi en Tunisie. On en arrive à la conférence plénière. On va essayer de construire une vision de la future Tunisie à travers les différentes visions de nos chers panélistes. Mais avant de donner la parole à Wissem Relbel qui va ouvrir la séance, je vous demande de me permettre de remercier les contributeurs à la réussite de cette journée. Je commence mes remerciements. On va aller tout d'abord à notre parrain, le parrain de cette journée, Orange Tunisie, ainsi qu'à tous les partenaires d'entreprise qui continuent à soutenir l'action de la TUJ et du forum de la TUJ. Je remercie également les partenaires associatifs, les partenaires médiatiques, notamment Tunivision Expert SFM qui couvre la journée aujourd'hui. Je voudrais également remercier l'OSCP Europe qui nous ouvre encore ses portes, qui nous accueille dans ses locaux. Je remercie tous les intervenants qui ont fait le déplacement. Dont certains ont fait le déplacement de Tunis, de Marseille, des États-Unis même. Et je vous demanderai, pour finir, de me permettre de reprendre la parole. Je vais reprendre la parole à la fin de la plénière pour remercier l'armée de volontaires sur laquelle ce forum n'aurait pu avoir lieu, n'aurait pu avoir cette réussite. Je vous demanderai de les applaudir. Et enfin, on va souffler ensemble, pour la première fois, les bougies des 25 ans de la TUJ. Pour la première fois, parce qu'avec ATUJ Tunisie et ATUJ UK, on vous prépare d'autres occasions pour bien fêter le un quart de siècle de l'existence de la TUJ. Voilà, je passe rapidement à Wissem. Je vous souhaite une bonne plénière. Merci beaucoup, Hanen. Donc, je sais que vous avez passé une longue journée de marathon, de conférence. Donc, on va essayer d'aller droit au but. D'abord, merci beaucoup d'être restés aussi nombreux et aussi tard. Cette conférence sur la vision Tunisie 2030, c'est en tout cas un objectif ambitieux aujourd'hui de dessiner une vision en 2030, surtout que nous savons tous et nous disons tous qu'on manque de vision un peu en Tunisie, mais sous le contrôle des deux présidents de la TUJ ici présents, le président de la TUJ Tunisie, Hatem Chabaran, et la présidente de la TUJ France, Hanen Ktita, j'annonce le lancement de tout un cycle de conférences Tunisie 2030 qui se poursuivra au-delà de cette journée et de cette conférence et qui pourra continuer aussi bien à Tunis ou à Londres et bien sûr en France ou partout où se trouvent les ATUGéens. Comme ça, on peut décortiquer le sujet domaine par domaine. Nous allons débattre aujourd'hui de plusieurs sujets. Contrairement à son habitude, la TUJ souvent traite des sujets économiques, puisque nous sommes considérés, entre guillemets, comme les pseudo-technocrates. On a voulu, lorsqu'on a réfléchi à cette conférence plénière aujourd'hui, de bien entendu continuer à adresser ces sujets économiques, mais de prendre le point de vue des citoyens que nous sommes et de prendre le problème dans sa complexité plus globale et de toucher à ce qui nous touche aujourd'hui tous, donc des sujets politiques, bien entendu économiques également, mais également sociaux et culturels. Et nous avons essayé de composer un panel pour traiter chacun dans sa spécialité ces sujets-là. Donc nous avons dans cette conférence, et nous sommes honorés de recevoir donc les femmes d'abord, Helal Yousfi, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine,
et qui par ailleurs est auteur de l'ouvrage UGTT, une passion tunisienne. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons à ses côtés Céline Gannoun, qui est ancienne chargée de mission auprès du ministre de la Culture Mourad Sakli dans le gouvernement de Mahdi Jemra, et qui depuis 4 ans est coordinatrice générale du Festival de Carthage et qui est actuellement également coordinatrice des nouvelles politiques culturelles dans les pays arabes au sein du Mawlid Thaqafi. Nous avons également donc si Razil Ghrairi, un grand ami à la TUJ, l'ancien porte-parole de la Haute Commission, dont le nom est compliqué, après la Révolution, donc de Ayad Ben Achour, mais qui est également secrétaire général de l'Académie internationale de droit constitutionnel. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous Silhed El Arbi, qu'on ne présente plus à la TUJ, qui est un ancien directeur régional à la Banque mondiale, qui est également ancien ministre de l'équipement et du développement durable et du développement du territoire, c'est ça? Et depuis Tunis, il n'a pas pu nous rejoindre, mais grâce aux technologies de, non pas 2030, mais de 2015, nous avons également avec nous Abdelaziz Belkhouja, qui est auteur, éditeur, qui est spécialiste de l'histoire de Carthage punique. Donc comment ça va se dérouler? On va essayer en fait de prendre les interventions de nos intervenants et par la suite, on va basculer rapidement dans un mode interactif avec la salle. Et en introduction, donc moi, il y a quelques années, j'ai lu un bouquin rédigé par Abdelaziz avec nous qui s'appelle « Le retour de l'éléphant ». Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce livre-là, mais c'est un livre qui parle de la Tunisie en 2103, si je ne me trompe pas. Abdelaziz, de quoi parle ce livre? En fait, c'est l'un des... Bonjour d'abord, bonsoir la TUJ, bon anniversaire la TUJ. Merci d'avoir pensé à moi et merci de m'avoir donné l'occasion de parler à cette auguste assemblée. Merci de me donner l'occasion de parler au fer de lance de la Tunisie de demain. Alors oui, si je suis ici, c'est parce que j'ai écrit ce petit livre il y a quelques années et que je ne le savais pas au début, mais c'est pratiquement l'un des très très rares livres tunisiens qui parle de l'avenir. C'est un livre prospectif. Alors, ça a commencé par une plaisanterie. Hein. Ça a commencé par un jour, on regardait la télévision entre amis et comme d'habitude, on a vu les informations qui, comme d'habitude, parlent de tous les problèmes des Arabes. Alors, le terrorisme, la corruption, le sous-développement, la guerre, etc. Et alors, il y a l'un d'entre nous qui avait explosé, qui avait dit « il y en a marre, c'est toujours nous qui subissons ». Et il y a quelqu'un qui avait dit écoutez, arrêtez, parce que si nous étions, nous, à la place de l'Occident, imaginez ce que l'on ferait aux Arabes. Et là, on a commencé à rigoler, on a commencé à penser à si jamais nous étions une puissance mondiale, nous, les Tunisiens, qu'est-ce que nous ferions? Et alors, excité par cette idée assez amusante, en fait, je suis rentré à la maison et je me suis dit il faut que j'écrive un livre là-dessus. Alors, j'ai écrit quelques pages que j'ai montrées à un ami qui m'est très cher. Il faut que je le nomme d'ailleurs, c'est Abdelazir Chreit. Et Monsieur Chreit m'a dit écoute, Abdelaziz, il faut absolument que tu le termines, ce livre, ça va être ton livre, ça va être le livre de ta carrière. Moi, j'ai rigolé parce que c'était vraiment une grosse plaisanterie. Et j'ai commencé à écrire ce livre. Et effectivement, ce fut pratiquement mon plus grand succès. Alors pourquoi est-ce que c'est le plus grand succès? Au début, vous savez, on commence par de la plaisanterie. Voilà, les travailleurs immigrés, désormais, ils viennent du Nord. Les travailleurs immigrés s'appellent Pascal, François, Joséphine, etc. Alors, les plus grandes universités du monde sont du côté de 12. Les plus grands musées du monde sont à Tozeur. Nous avons dans la rade de Bizerte 17 porte-avions. Nous surveillons l'embargo sur les États-Unis. Nous sommes devenus le pays le plus riche du monde, etc. Tout ça, oui, c'est très sympathique. J'ai beaucoup ri en écrivant ce livre, mais vous savez, le mur de la réalité, lorsque vous écrivez, vous frappe. Et c'était quoi le mur de cette réalité-là? C'était mais comment? Comment allons-nous devenir cette puissance-là? Alors il a fallu que je me creuse les méninges et que j'écrive un livre qui tienne debout. Alors comment est-ce que ce livre a tenu debout? Parce que vous savez, un livre qui ne tient pas debout, en général, il n'a pas de succès. Alors pourquoi est-ce qu'il a tenu debout? Il a tenu debout parce que, sans grand sérieux, hein, j'ai essayé de créer une Tunisie
qui puisse vraiment devenir un pays très très riche. Alors, n'oubliez pas quelque chose. Tout à l'heure, vous avez fait une mention à l'histoire. La Tunisie a été déjà un pays très riche. La Tunisie a été déjà une puissance mondiale. Carthage, dans l'histoire, c'était New York aujourd'hui. Alors, nous avons quand même une base qui n'est pas mal. Nous avons une agriculture qui donne pratiquement les meilleurs produits de Méditerranée. Tout le monde le sait. Nous avons des paysages qui sont magnifiques. Nous avons bien sûr les plages dont on parle tout le temps. Mais nous avons autre chose. Nous avons le soleil et nous avons le sable. Alors j'ai inventé une formule pour cristalliser le sable, une formule de cristallisation progressive du sable qui nous donnait les moyens d'avoir des matériaux infinis. Et j'ai inventé une formule de décristallisation du sable. C'est-à-dire à chaque fois qu'on n'avait plus besoin de quelque chose, il suffisait d'utiliser cette formule pour que les choses qu'on avait construites en sable redeviennent du sable. Donc j'ai créé, si vous voulez, la perfection en matière d'environnement. Et à côté de ça, j'ai beaucoup aussi inventé au niveau du solaire. De ce solaire, et aujourd'hui on le sait, hein, ce n'est pas vraiment de la fiction parce qu'on sait qu'avec quelques kilomètres carrés de panneaux solaires aujourd'hui, on peut fournir l'Europe. Aziz, il ne faut pas raconter la fin du livre, hein, parce qu'il faut laisser les gens le découvrir. Oui, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, il y a une trame dans toute cette histoire. Mais la chose, disons, la plus intéressante et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce que la Tunisie est devenue un pays très, très riche et pratiquement le premier pays du monde à ce niveau-là. Et voilà, c'est à travers ces quelques découvertes, c'est à travers aussi, bien sûr, une révolution politique, une révolution culturelle, une révolution historique aussi, la reconnaissance de notre identité, de notre histoire. C'est à travers tout ça, disons, que j'ai pondu un livre qui tienne debout et qu'aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est que ce livre est très apprécié dans les écoles d'ingénieurs. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je m'attendais plutôt aux facs de lettres. Mais les ingénieurs aiment beaucoup ce livre. Pourquoi ? Parce qu'ils y découvrent beaucoup de découvertes qui sont possibles, disons. Voilà. Alors, merci beaucoup, Sir Abdelaziz. Ce livre-là a été écrit avant la Révolution. Donc, si j'ose dire, vous étiez déjà visionnaire. Je l'avais lu avant la Révolution et à l'époque, je vous avais invité pour en parler autour de moi. Je l'ai offert à une quantité de mes amis. Mais c'est sur cette base-là qu'on voulait commencer cette conférence, parce qu'on sait très bien de quelle réalité on part, mais on veut également pouvoir rêver, pouvoir espérer. Et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette introduction avant d'aller sur peut-être des sujets un peu plus techniques. Et là, j'aimerais faire un tour de table très rapide, mais vraiment en 2 phrases. J'aimerais savoir, sur ce panel-là, quelle est votre vision de la Tunisie 2030 ? En 2 phrases, et je vais commencer par Hela. 2 phrases, hein, parce qu'après, on va approfondir. 2 phrases. En fait, donc 2 phrases. J'ai 2 scénarios en fait en tête. Le scénario positif, c'est une Tunisie avec un État fort, capable d'assurer une citoyenneté basée sur la justice sociale, avec une vraie solidarité entre les classes et une vraie redistribution des richesses, respectant aussi l'environnement et l'écologie. Et la vision qui est beaucoup moins optimiste, une Tunisie qui serait un marché libre des marchandises et des identités, avec une côte très riche et des régions d'intérieur en éternelle rébellion, régulièrement réprimées par l'élite riche du pays. Voilà. Merci Hela. Ça annonce la couleur. Moi, je vais le dire en 2 mots. Révolution culturelle. Merci Céline. Si j'ai bien compris, l'exercice est difficile. Ce n'est pas la partie analytique qui commence maintenant. Pas encore. Pour rebondir sur les 2 scénarios, moi je n'en ai qu'un seul. Un pays qui a réussi ce qu'il a entamé il y a maintenant quelques années. Et pour ça, j'ai en tête un vers dans un poème dit à propos de la Tunisie il y a 4 ans par un poète palestino-égyptien qui avait dit, en parlant de la Tunisie, du moment de la Tunisie, il avait dit en dessinant cette image d'une nation qui attrape son destin comme si le destin était personnalisé, personnifié, et le tient comme ça et ne le lâche que lorsque son destin arrive à son ambition. Ce vers-là me correspond tout à fait.
Très bien, merci. Merci beaucoup. D'abord, je remercie les organisateurs, les étudiants et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Pour moi, je crois qu'on risque de se répéter un peu, mais ce que je me suis toujours un petit peu vu comme une image de la Tunisie de 2030, d'ici 15 ans, d'abord un pays démocratique avec des institutions constitutionnelles solides, fortes, pour qu'on garantisse ce régime pendant autant que possible. C'est aussi un pays prospère et inclusif, où effectivement toutes les couches sociales, on permettra à toutes les couches sociales de bénéficier de tout de cette prospérité, mais ça veut dire aussi qu'on a revigoré notre économie, qu'on a redémarré sur ce qu'il faut. Et troisième chose, je vois un pays où il fait bon vivre, non seulement pour ses citoyens, mais pour tous ses résidents, mais qui a créé de nouvelles valeurs socio-culturelles, en particulier encourageant le savoir-faire et le savoir scientifique et l'innovation, un pays qui valorise le travail, parce que ça c'est extrêmement important, qui valorise et qui continuera à valoriser son patrimoine culturel et social. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Sirazi, sur le volet politique, vous faisiez partie un peu de toute cette classe d'hommes politiques ou de technocrates qui ont travaillé un peu sur le nouveau modèle de la Tunisie en termes politiques. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans cette phase de démocratie représentative qui reprend un certain nombre de modèles dans le monde, mais qui commence également à faire émerger des limites. Aujourd'hui, nous avons des gens qui cumulent pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir médiatique. Je ne vais pas citer des noms, mais vous voyez déjà de qui je parle, et qui commencent à avoir beaucoup d'influence. Et on a peut-être l'impression en fait, qu'on a repris un modèle avec ces mots, avec ces travers, et qu'il y a peut-être en fait une nouvelle chose à inventer en Tunisie. Quelque chose qui ajuste, qui vient en fait mettre la touche de ce génie tunisien dont j'ai parlé un peu plus tôt dans cette journée, et qui peut-être propose quelque chose de nouveau au monde. Est-ce que ça c'est possible dans le modèle tunisien? Est-ce que de démocratie représentative rime avec ces mots? Est-ce qu'on peut les ajuster? Et comment? C'est une question, tout le monde l'a entendu, profonde, complexe et qui nécessite quelques temps d'analyse, mais je prends en considération le fait que nous soyons dans un panel où les interventions doivent être quand même courtes. Pourquoi je précède ma réponse par cette précision? Parce que je voudrais commencer par une précision. Je ne suis pas de ceux qui font partie du nombre de personnes qui pensent que nous soyons ou que nous sommes déjà un modèle. Je souhaiterais que mes compatriotes n'y succombent pas, que les autres le pensent, ça les regarde, que nous soyons pris par ce que nous construisons, conscients que nous façonnons notre destin et que les générations des Tunisiens de 2030 ou plus tard vont vivre dans le format que nous sommes en train de dessiner, ça c'est certain. Mais que nous parlions déjà de succès, et des gens parlent de transposition du modèle tunisien, je crois que l'humilité propre à toute construction rationnelle nous impose d'être fiers de ce que nous avons fait, mais que nous n'ayons pas la grosse tête, ni aujourd'hui, ni demain, par ailleurs. Par rapport à votre question, je vais inverser, si vous me le permettez, votre question de la manière suivante. Est-ce qu'une personne raisonnable aurait pensé que 5 années après la Révolution, on peut toucher du doigt une démocratie non seulement réelle, palpable, avec ce qui est notre cas, 3 transitions pacifiques au pouvoir, 3 alternances au pouvoir, mais surtout qui n'ait pas les travers des démocraties, on va dire, établies et sédentaires. Si c'est ça l'objectif, alors on a mis un objectif de toutes les manières difficile à atteindre. Donc, j'ai renversé un peu la question pour pouvoir y répondre sereinement maintenant. Mais on peut toujours espérer que pour 2030, on ait ce modèle. Puisque nous sommes dans la conférence 2030. Comme j'ai promis de ne pas parler de modèle, on va dire qu'on atteigne ce stade. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on doit être conscient que la transition politique et institutionnelle, malgré toutes ses limites, et elle en a des tas, est globalement réussie. Pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, nous avons posé un texte constitutionnel qui comporte un certain nombre de défauts de fabrication. Et je n'appartiens pas au camp de ceux qui pensent que c'est la meilleure constitution au monde. Mais c'est une bonne constitution. Pourquoi c'est une bonne constitution? Et je n'ai même pas besoin de l'ouvrir pour constater que c'est une bonne constitution. Parce qu'elle a été adoptée dans un moment d'euphorie consensuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez très peu de groupes significatifs en Tunisie, c'est-à-dire de groupes qui pèsent politiquement, qui pèsent culturellement ou qui pèsent économiquement, qui rejettent le cadre de la Constitution. C'est ça la réussite. C'est que les gens pensent que c'est un vrai contrat social. Alors, il est bon, il est mauvais, il est limité, il a des imperfections, et on les mesure. Hein, les imperfections, on les a vues pendant les élections. Le problème de l'article 89, est-ce que les dirigeants de Nida Tounes devaient donner le nom du Premier ministre au président Mons Marzouki ou attendre le président élu au suffrage universel? C'était un défaut de la Constitution. C'est pour dire que la Constitution n'est pas techniquement parfaite, mais elle est politiquement porteuse et elle crée le soubassement nécessaire, le terreau nécessaire pour construire une démocratie. Donc nous avons eu, de ce point de vue-là, un bon départ. L'autre élément qui milite à ce début positif, c'est le comportement de la classe politique tunisienne, globalement, adossée par une extraordinaire société civile et qui a tenu le souffle de 3 élections en 2 mois et 4 élections en 3 ans, et toutes, de l'avis de tout le monde, étaient démocratiques, transparentes et qui ont abouti à une alternance au pouvoir. Vous savez, les démocraties nécessitent au moins 15 ans pour avoir 3 alternances au pouvoir. Et c'est important pour l'ADN d'une nation d'engranger des alternances et de démystifier l'accès au pouvoir et surtout de pacifier le fait de quitter le pouvoir. Qu'on ait des gens qui quittent le pouvoir et qui restent dans le pays comme des citoyens ayant tous leurs droits, cela n'existe, pour ainsi dire, nulle part ailleurs dans le monde arabe. Les Portugais, les grands explorateurs portugais du XVIIe siècle disaient « Nous naviguons des eaux jamais naviguées auparavant » parce qu'ils ont découvert des régions du monde, pour eux, non découvertes à l'époque. Nous sommes, pour le monde arabe, des navigateurs d'eau jamais naviguées auparavant. C'est-à-dire il n'y a jamais eu cette situation. Il y a de quoi en être fier, mais la mission devient aujourd'hui d'autant plus délicate qu'avec ce bon départ, on n'a pas droit à l'erreur. Est-ce qu'aujourd'hui, on se donne les moyens pour réussir le reste, j'allais dire l'essentiel, c'est-à-dire réconcilier la géographie à l'histoire, se tourner vers ceux qui nous ont permis d'être aussi libres et aussi dignes aujourd'hui, les laissés pour compte qui ont fait la révolution, la vraie, les trébassements et les tréfonds de la révolution, ces gens-là ne voient pas encore les dividendes de la révolution et ça doit être une marque morale pour nous. On va parler. Morale de transformer la révolution en un bien-être général. Transformer Thawra al-Tharwa. Mais avant de passer à cette partie-là, peut-être de richesse économique, moi je reste sur ma faim sur comment faire en sorte de soigner ces travers de la démocratie représentative. Ne sommes-nous pas déjà passés dans un modèle d'oligarchie politique où on voit les mêmes têtes qui maîtrisent les médias, qui proposent la même chose aux citoyens, si bien qu'un indépendant n'a aucune chance de monter et de nous retrouver finalement avec le même cercle qui s'accommode finalement de cette constitution et qui maîtrise le pouvoir et qui peut même rentrer dans un gouvernement où 80% sont représentés au Parlement. Donc, quels sont les moyens d'empêcher cette confiscation du pouvoir sans tomber dans l'anarchie ? On parlait avant cette conférence de démocratie directe qui est peut-être un modèle trop théorique. Mais n'y a-t-il pas un moyen aujourd'hui de se dire qu'un député qui déconne, il faut pouvoir donner l'accès au peuple pour faire une motion de censure et le sortir? Pas attendre 4 ans ou 5 ans. Et pareil pour un gouvernement. Aujourd'hui, ces mécanismes réels de démocratie, je ne dirais pas direct, mais pseudo, qui tendent vers le direct, ne sont-ils pas possibles en Tunisie? Je vais être très rapide sur la démocratie directe. La démocratie directe, c'est ce qu'en théorie politique, on considère comme étant la situation des cités grecques. C'était pas des États, c'était des villes. Et on prétendait qu'à l'époque, les citoyens délibéraient tous de la chose publique.
Mais il faut se rappeler que citoyen dans les cités grecques, il fallait être homme, libre et donc de l'aristocratie. Sinon, les femmes, les esclaves, les étrangers, les métèques, etc., étaient en dehors de la démocratie. Donc je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le modèle pensable. Mais qu'aujourd'hui, on ait pu mettre en place un système où l'accès au pouvoir passe par la volonté des votants. Ça, c'est une chose établie. Maintenant, il ne faut pas oublier que la révolution tunisienne a choisi, pour ma part, je m'en félicite, mais peut-être d'autres peuvent y trouver quelque chose à redire, de ne pas aller à des attitudes extrêmes à l'endroit d'un certain nombre d'acteurs sociaux dans le pays. Or, on ne peut pas envisager de démocratie sans avoir réformé la police, sans avoir réformé les médias, sans avoir définitivement rompu le lien entre la finance et le pouvoir politique, les médias et l'argent. Tout ça n'a pas encore été fait. Nous avons le format politique, mais nous n'avons pas encore mis en place la totalité des instruments démocratiques. Donc nous sommes dans un démarrage de processus démocratique, mais une démocratie doit avoir des institutions qui soient garantes de tout cela. Nous voyons aujourd'hui en Tunisie que la justice, dont la réforme est incontournable pour la démocratie, vous voyez tous les problèmes, toutes les tensions et tous les corporatismes. Et moi, s'il y a une chose aujourd'hui qui m'inquiète, c'est le degré très élevé des subjectivités qu'on entend ici et là. Ça peut être une région, ça peut être une profession, ça peut être un corps de métier, ça peut être même parfois des corps au sein de l'État et qui ont des velléités autonomistes. Donc, ne parlons pas encore de dysfonctionnement démocratique. Nous n'avons pas de fonctionnement démocratique encore complet. Mettons les acteurs d'une démocratie totalement en place, faisons tourner ce système un certain temps et on verra certainement... Donc je retiens cette notion de premiers acquis, mais que nous soyons encore en phase de démarrage et qu'il reste encore, même sur la partie politique, beaucoup de choses à faire. Maintenant, Silhedi Sirazi tout à l'heure faisait allusion à comment transformer Thawra il Tharwa. Vous étiez à la Banque mondiale, vous étiez ministre, vous avez une vision peut-être de comment arriver à créer de la richesse en Tunisie, mais tout le modèle économique aujourd'hui qui n'arrive plus à satisfaire les besoins démographiques et aux aspirations des Tunisiens, par quel bout devrions-nous commencer? Et surtout, d'ici 2030, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il y a 20 ans, je rappelle, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, hein, il n'y avait pas de téléphone portable. Est-ce que dans 15 ans, on peut envisager en Tunisie des ruptures dans le modèle économique qui soient aussi fortes? On sait très bien en fait, que les démocraties sont des modèles les plus adaptés au libéralisme. Mais aujourd'hui, ce modèle de libéralisme touche, en tout cas pour certains, à des limites. J'invoque ici les travaux de M. Piketty qui parlent en fait des inégalités que sont créées. Quelle vision avez-vous de cette Tunisie économique d'ici 2030 ? Merci beaucoup. Je ne prétends pas personnellement avoir une vision. Et juste une petite remarque à ce que disait Sirazi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, ayant travaillé sur un certain nombre de pays qui ont fait leur transition démocratique. Et je crois qu'il faut être un peu patient, et en particulier dans cette phase qu'on appelle phase de consolidation démocratique. Il ne faut pas la précipiter, il ne faut pas la juger très vite, c'est un apprentissage. Et les périodes de consolidation, autant les transitions en général, c'est entre 2 et 5 ans maximum, autant les périodes de consolidation, c'est entre 5, si on est très bon, et 20 ans. Donc, on a encore du temps. Par contre, il faut surveiller, je disais tout à l'heure, je rêve d'un pays démocratique avec des instances ou avec des institutions constitutionnelles solides. Et c'est ça ce qu'il faut construire, et je crois que c'est important. Je disais aussi, l'état de droit, c'est fondamental parce que je ne le vois pas encore arriver. Et ça me ramène un petit peu à la question économique. Et c'est là où, à mon avis, l'avenir de la Tunisie va se jouer et l'avenir de cette démocratie naissante. Si, au jour d'aujourd'hui, on ne commence pas, et on aurait dû commencer il y a quelques années, d'ailleurs, peut-être au bout de la 2e année ou 3e année de transition, à réfléchir sérieusement et à travailler
sur la résolution des problèmes économiques et sociaux, on risque de mettre en péril cette démocratie, parce qu'on ne peut pas avoir un système démocratique et des institutions démocratiques quand on a justement des inégalités extrêmement importantes, quand on a une croissance aussi faible qu'on l'a vu ces 2 ou ces 3 dernières années, quand on a des 600 ou 700 000 chômeurs et quand on a 80 000 qui sortent chaque année des universités, etc., et on n'arrive même pas à employer 15 ou 20 000. Donc, en fait, le risque est social avant tout. Et pour cela, ce risque social, il doit être géré économiquement. Et donc, il va falloir revenir rapidement avec Siraj. Comment économiquement, voilà. Je vais y venir très vite. Peut-on enfin, je dirais, diminuer un peu les débats sur leur politique et revenir à dire travaillons, discutons, débattons justement de la reprise économique. Comment relancer l'économie et alors, comment, selon vous? Voilà. Alors, selon moi, la première des choses, on ne peut pas... Si je dis comme ça quelque chose d'un chiffre très vite, et vous pouvez le vérifier. Hein. Si vous voulez demain avoir du 5% de croissance, il vous faut de 35% d'investissement par rapport au PIB. L'État ne peut pas mettre plus de 5%, donc 30%, d'où ils vont venir? C'est le secteur privé. Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, libéral, pas libéral, il vous le faut. Et celui qui a une autre équation, qui me la montre. Donc, ce n'est pas la peine qu'on cherche. Donc, si je dis qu'il faut relancer l'investissement public et privé, on viendra sur la question des distributions. Alors, comment? La première des choses, apaisons un petit peu ce climat social. Aucun investisseur n'ira investir en Tunisie quand on a un climat social très chahuté. Donc, il faut de l'apaisement. Comme on était dans une situation de tension très forte politique il y a 3 ans, et on a engagé ce dialogue national politique, il va falloir peut-être engager aussi un peu un dialogue, créer quelque chose, une instance à l'image de ce qu'on a fait sur le plan politique, pour débattre tout de suite et dialoguer, mais pas pendant longtemps. Pas pendant longtemps, sur justement comment pouvons-nous travailler au moins pendant les 2 prochaines années pour relancer l'économie dans un cadre où on discutera aussi du nouveau contrat social. C'est-à-dire que tant que le contrat social, c'est une discussion entre donnez-moi, augmenter, sinon je fais grève, et de l'autre côté, on n'a pas je ne sais pas quoi, on n'arrivera pas. Et donc, cette tension va demeurer. Donc, apaisons cette tension à travers un dialogue entre les différents acteurs qu'il faut choisir avec un consensus, pas de consensus mou au niveau économique. On peut avoir un consensus mou au niveau politique parce qu'on y arrivera. Au niveau économique, pas de consensus mou. Ou un consensus qui nous permettra de faire des 5-6%, ou c'est peut-être pas la peine. Pas un espèce d'accord en nous alignant sur le plus petit dénominateur commun. Et ça, c'est fondamental. Redistribution, oui, mais aussi travaillant et créant cette richesse. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de revenir en mettant autour d'une table tous les acteurs économiques, sociaux, politiques. Donc un débat national économique. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps, nos débats durent trop longtemps et on arrive toujours au plus petit dénominateur commun. Il faut fixer les règles de jeu et il faut définir les paramètres. Si on dit voilà nos objectifs économiques et voilà nos objectifs sociaux, mettons-nous d'accord comment on va le faire, ce n'est pas difficile après. Bon. Évidemment, il y a un certain nombre de réformes là-dedans. Alors justement, vous étiez pressenti pour être Premier ministre après les dernières élections. Pour quelque raison que ce soit, vous n'y êtes pas. Si vous aviez été Premier ministre, quelles sont les 3 premières mesures économiques que vous auriez proposées à ce débat? Là, je suis très spécifique. Personnel et personnalisé. Mais oui. Non, parce que honnêtement, il ne faut pas qu'on personnalise les choses. Moi, j'aurais tout de suite, ayant ma petite expérience passant par le gouvernement, la première des choses, j'aurais invité ce dialogue immédiatement. Parce que je savais ce qui allait arriver. Et parce que je savais la décomposition sociale qu'il y a. Et je sais quelles sont les frustrations qu'il y a. Et je sais aussi que les syndicats ne contrôlent pas tout. Il faut dire la vérité. Et donc, il fallait appeler immédiatement à ce dialogue pour qu'il s'instaure et pour qu'on sorte très rapidement et très vite par un programme sur lequel on a un consensus. Et ça, c'est fondamental. Donc, il ne faut pas rejeter la balle sur tel acteur ou tel autre acteur, etc. Mais il va falloir le mettre
tout ce monde-là je dirais, en signe. Bon, on va dire une première mesure qui en vaut 3. Appeler à ce dialogue national. Vous en avez d'autres ou... Qui ne doit pas durer longtemps et sur lequel on sort avec un programme qu'on mettra. La deuxième, je crois qu'il y a un certain nombre de réformes structurelles qui doivent faire partie de ce dialogue. Il ne faut plus les retarder. On ne peut plus les retarder parce que plus on le retarde, nos concurrents sont en train d'avancer. Quand j'entends, par exemple, une loi sur le partenariat public-privé, j'entends, oh, c'est pas la peine, on peut la retarder. Bah, vous pouvez la retarder, sauf que il y a d'autres qui sont en train d'en profiter, alors que nous en avons besoin parce que les ressources publiques ne sont pas suffisantes pour pouvoir un certain nombre de projets qui sont extrêmement importants pour les régions de l'intérieur, justement. La plupart des projets qu'on a préparés pour le PPP, c'est pour les régions de l'intérieur. Les régions de l'intérieur ne peuvent pas attendre longtemps. Donc, il y a un certain nombre... Je prends le code des investissements. Bon, on peut toujours discuter d'un certain nombre de détails, mais il y a 3 ou 4 mesures qui sont extrêmement importantes. Il faut les mettre. Et il ne faut plus figer les choses en Tunisie. En Tunisie, on croit que quand on fait une loi ou un décret, ça y est, c'est pour la vie. Non, tout est dynamique, parce que nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes une petite économie dans un monde concurrentiel énorme. Alors comment voulez-vous qu'on impose, nous, nos modèles sociaux, nos modèles économiques? Quelle est la capacité qu'on a pour imposer quoi que ce soit à n'importe quel pays? On ne peut pas. On dépend du reste du monde, donc il faut qu'on soit suffisamment smart, suffisamment intelligent pour pouvoir nous positionner, faire les réformes, et surtout, la deuxième réforme dont j'ai pensé, moi, honnêtement, c'est l'éducation. Le seul capital de la Tunisie, nous n'avons pas de richesse naturelle, honnêtement. Donc c'est le capital humain que vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dialogue national rapide et efficace sur l'économie, oui. Des réformes importantes, 3 ou 4 réformes importantes économiques et l'éducation. L'éducation, c'est fondamental parce que je pense qu'effectivement, quoi qu'on fasse, on tend vers une économie de service, une économie qui doit être compétitive, donc elle est nécessairement basée sur le savoir. Le savoir, c'est la jeunesse, c'est évidemment l'éducation. Bon. Au jour d'aujourd'hui, notre système d'éducation, malheureusement, est dans une situation déplorable. Il faut très, très vite le réformer. On va y revenir. Merci beaucoup, Silhedi. Hel, je vous vois changer de posture depuis tout à l'heure que M. Hedi Larbi parle. Vous êtes auteur de ce livre UGTT, Une passion tunisienne. Aujourd'hui, nous avons une Tunisie avec 700 000 chômeurs, avec 1 million de Tunisiens qui travaillent sans CNSS, sans couverture sociale, sans retraite. Nous avons quasiment 2 Tunisies dans la même Tunisie. Une Tunisie qui travaille, qui est couverte, qui a des voitures, qui sort, etc. Et puis une autre Tunisie, en fait, qui vit à côté de nous, peut-être dans d'autres régions, mais sans doute aussi dans nos régions, qu'on côtoie, mais qui n'est pas du tout intégrée. D'ailleurs, certains votent et d'autres ne votent pas du tout. Vous, la sociologue, je parle à la sociologue, à celle qui a analysé ces luttes sociales, quelle est votre vision de cette Tunisie 2030? Et je parle bien en fait de plus que le diagnostic. Comment on peut s'intégrer avec cette autre Tunisie? Là, il faut quand même que je réagisse un peu à ce qui a été dit, parce que l'enjeu, c'est d'échanger. En fait, ce qui est intéressant, ce qu'on a vu à partir du 17 décembre 2010, c'est une espèce d'euphorie au début, parce que la révolution est partie des revendications sociales et économiques. Je rappelle les événements d'Ordaïef en 2008, après Sidi Bouzid. Donc, l'enjeu, c'était trouver de l'emploi et arrêter avec la corruption. Donc, je ne vais pas revenir sur ces aspects-là. Donc, je rappelle juste que les revendications étaient sociales et économiques. Ce qui s'est passé, il y a eu le vocable magique de la transition démocratique qui a confisqué les enjeux de la révolution et ils en ont fait uniquement un enjeu politique. Donc, on voit que la bataille, il y a eu une hiérarchie qui s'est faite. Donc, la priorité, c'est à la bataille politique. La priorité, c'est le calendrier électoral. Et la priorité, c'était le partage, plus tard avec le dialogue national, entre l'élite ancienne au pouvoir et la nouvelle élite issue des urnes. Donc le dialogue national consensuel, ce qui a été fait, c'est génial parce que ça nous a évité le scénario de la guerre civile en Égypte. Mais il faut quand même rappeler que ce scénario-là,
qui s'est fait, ou ce dialogue national, qui s'est fait aussi grâce à un pacte entre la centrale syndicale et l'organisation patronale, s'est fait quand même aux dépens des questions sociales et économiques qui étaient reléguées au second plan. Donc moi, je parlerai, là, ce que je vois comme forme de démocratie qui est en train de se faire, c'est une démocratie consensuelle, parce que le mot démocratie, c'est un mot, c'est un discours, il y a un discours universel sur le mot démocratie, mais chaque pays, selon ses traditions politiques et historiques et culturelles, va donner forme spécifique à ce mot-là. Donc en Tunisie, il y a une démocratie consensuelle qui se dessine. Pour le moment, ce consensus-là s'est fait aux dépens des marginalisés et des laissés pour compte. Les régions de l'intérieur, oui. La question de chômage. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc tous les consensus politiques post-révolution, pour se sont faits, c'est au détriment des gens. Il y a une société civile organisée. Il y a des mouvements sociaux qui ne sont pas organisés dans des organisations. Donc là, on a une concurrence entre la société civile organisée, représentée par les organisations qu'on connaît, l'organisation patronale. Qui représente quelle partie de la population ? Pardon ? C'est la classe moyenne, grosso modo, ce que vous dites dans votre... couche moyenne organisée, en fait. Donc il y a eu un pacte entre les couches moyennes organisées, Tacite, et le patronat, pour un moment donné, pour mener à bien cette transition démocratique et pour éviter le pire. Sauf que ce consensus-là s'est fait, par exemple, l'Union des diplômés chômeurs, qui est quand même la force principale qui a été derrière cette révolution-là, n'ont pas été conviés au dialogue national. Ça, c'est à titre d'exemple. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a le retour du refoulé. Donc il y a des mouvements sociaux, vous êtes au courant. Il y a deux phénomènes. Il y a des mouvements sociaux un peu partout dans le pays. Il y a des sittings. Il n'y a pas que l'UGTT. L'UGTT protège les intérêts de ses membres et c'est de bonne guerre. Excusez-moi, si je comprends bien, l'UGTT, c'est la classe moyenne. Oui. C'est la classe moyenne organisée. Absolument. Qui a fait un pacte historique avec l'UTICA, donc le patronat, ça existe nulle part ailleurs dans le monde. Oui. Pour protéger les mêmes intérêts des gens qui étaient privilégiés, au détriment des gens qui n'étaient pas organisés, donc les diplômés chômeurs, les chômeurs plus généralement, et les pauvres. Absolument, parce qu'on voit... Qui finalement sont les dindons de la farce. C'est ce que vous dites là. Absolument. L'UGTT a toujours eu un rapport ambivalent avec les chômeurs. Donc par des moments, elle les soutient, elle les a soutenus au moment de l'épisode révolutionnaire, et par moments, elle est proche plus de l'élite économique et politique gouvernante. Donc elle est tout le temps une sorte de force d'équilibre qui cherche à construire des compromis. Des fois, c'est l'aspect social qui prend le pas et donc elle est obligée d'être du côté des mobilisations sociales et notamment du côté des chômeurs. Mais dans le dernier épisode, ce qu'on a vu, c'est l'UGTT rentrer dans ce pacte-là avec le patronat. Donc ce que vous dites, que la fusion n'a pas eu lieu. Fusion, c'est-à-dire entre ces forces organisées qui représentent la classe moyenne, l'élite sociale, etc. Non, il y a eu une défense des intérêts. Il y a eu un partage, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à ce dialogue national, entre l'ancienne élite qui est toujours là, qui n'est jamais partie, et la nouvelle élite issue des urnes, et notamment l'élite économique proche de Nahda, pour parler clairement. C'est les seuls bénéficiaires, les premiers bénéficiaires c'est un des bénéficiaires de ce dialogue national. Maintenant, ça, c'est un point. Ce que je voulais dire, donc là, ce qu'on a, c'est le retour du refoulé, c'est-à-dire il y a des mouvements sociaux partout, il y a différents types de mouvements sociaux. Il y a les mobilisations des chômeurs un peu partout, il y a aussi les mobilisations syndicales de l'UGTT et aussi les mobilisations qui sont coordonnées par deux autres syndicats, parce qu'il n'y a pas que l'UGTT, et on a des médias et un certain nombre d'hommes politiques qui sont dès le début dans la criminalisation des mouvements sociaux. Donc les médias travaillent là-dessus. On a eu une période de trêve au moment du gouvernement de Troïka. Là, tout le monde était l'UGTT va nous sauver de Nahda, donc on va être tout ce que fait l'UGTT, c'est sympathique. Et là, on revient à un discours classique. L'UGTT est derrière tous les mots. Non, l'UGTT défend ses affiliés. Ce qui est le mal profond ici en Tunisie, c'est un dysfonctionnement structurel, de l'économie tunisienne. Et là, la question qui se pose, donc si Hedi Larbi a proposé une certaine série de réformes qui obéissent à une certaine vision économique et politique, il y a d'autres visions concurrentes qui trouvent, par exemple, et qui sont très critiques par rapport à la vision libérale imposée par les bailleurs de fonds, parce que ce qu'on a maintenant, on a un État mendiant. Non seulement il est mendiant, et en plus on a un État qui est en train de s'affaiblir. Ce qu'on a au pouvoir, on n'a pas du tout une vision claire. On a
avec le gouvernement Mahdi Jama et l'actuel gouvernement, on a des politiques qui naviguent à vue. Hein. Enfin, je veux dire, si vous voyez une vision claire, moi j'aimerais bien la voir. Et on a de temps en temps un ministre qui sort et dit ah voilà telle loi qu'on va voter sur les PP, telle loi le code d'investissement qu'on va changer, sans nous dire où est-ce qu'on va et comment on va, aucune projection, aucune vision, rien du tout. Un tableau donc, assez noir que vous nous dressez là. Donc non, vous dites qu'il n'y a pas eu de révolution sociale, que certains ont protégé leurs intérêts, voilà. et qu'il n'y a pas de vision. Non, enfin, au tableau noir, il y a des gens qui sont en lutte, hein, il y a des gens qui résistent à ça. Moi, je veux parler de ces gens-là. Donc, il y a des gens qui résistent différemment, et il y a une élite qui est bien organisée, qui défend ses intérêts. Et cette élite-là, maintenant, ce qui se passe, c'est que qu'on a eu en Europe de l'Est, hein, c'est les transitions démocratiques, c'était quoi? C'est la mise en place de démocratie libérale. Et on voit que grâce à ces démocraties, ou à cause de ces démocraties libérales, il y a de plus en plus d'inégalités que vivent ces peuples-là. Nous, on a ce schéma-là, c'est l'horizon qu'on est en train de nous montrer en Tunisie, libéralisant, privatisant et privatisant le service public. Vous avez une alternative ? Non, je n'ai pas d'alternative. Parce que moi, personne n'a une alternative. Je défie quiconque ici qui a une alternative. Personne n'a une alternative. Et encore moins le gouvernement. L'alternative qui nous est proposée, c'est une alternative, si je peux continuer. Je sais que je suis devant un public complètement, majoritairement... Non. N'ayez pas d'idées reçues. Ok, d'accord, donc c'est pas grave. D'accord. Donc moi voilà, liberté d'expression, ça a été permis heureusement grâce à ces révolutions. Donc on a une pression très forte. Et il n'y a pas que la Tunisie hein, dans ce cas de figure. On voit ce qui se passe en Grèce, on voit ce qui se passe un peu partout. On a un État qui est en train de s'affaiblir, un État qui est en train de subir les jonctions des bailleurs de fonds. Et on a un pacte ancien entre l'élite politique et économique tunisienne et l'élite européenne et l'élite, et notamment par les accords de libre-échange ou par les accords maintenant imposés par les bailleurs de fonds. Et ce qu'on observe malheureusement, c'est que ces accords-là n'ont jamais... Enfin, ces accords-là, le dysfonctionnement de l'économie tunisienne vient de dysfonctionnement de ces accords-là. Il n'y a jamais eu de bilan critique. Et on reprend les mêmes termes de l'accord et on continue de plus bas. Ce qui nous donne quoi? D'un côté, les mouvements sociaux dont je parlais tout à l'heure, et un autre phénomène qui est important parce qu'il faut quand même en parler, d'autres formes de défiance à l'égard du pouvoir qui sont incarnées par le phénomène salafiste. On oublie toujours, bien sûr, on célèbre la Constitution et c'est génial, mais quand même, la Tunisie est maintenant le premier exportateur de terroristes. Donc ça, c'est aussi un phénomène, c'est dû au gap qui est en train de se creuser entre la sphère politique et la sphère sociale. Au niveau des solutions, effectivement, il y a des alternatives, mais il y a des alternatives, on peut réfléchir à des alternatives. Mais en quelques mots, c'est quoi ces alternatives? Il y a des alternatives, par exemple, la réforme, quand on parle de l'éducation et de la santé. Ce qui se prépare, c'est encore plus de privé. Donc ça va donner quoi? Un système d'éducation à 2 vitesses comme en Égypte et comme en Liban. La santé, moi je le vois, on le voit tous. Zawel, il ne peut plus se soigner correctement. Ça, c'est une réalité malheureuse. C'est une réalité malheureuse. Alors quoi? Alors là, du coup, comment réformer le public? Comment essayer de faire en sorte que ce n'est pas uniquement les couches moyennes qui payent les impôts et qu'on fasse en sorte de neutraliser l'évasion fiscale, qu'on fasse en sorte qu'il y ait une vraie réflexion sur est-ce qu'on va être un pays souverain ou pas. Et puis, il y a un autre enjeu aussi. Moi, je ne vois pas d'avenir de la Tunisie toute seule. L'enjeu pour la Tunisie, c'est l'intégration maghrébine. Il y a un enjeu aussi régional. La Tunisie ne pourra pas s'en sortir toute seule avec ce qui se passe en Libye actuellement et avec l'Algérie à côté. Donc la solution il peut y avoir une impulsion locale, mais la solution ne peut être que par l'intégration régionale. Ça, c'est aussi un chantier sur lequel on réfléchit pas beaucoup, parce qu'on part de la Tunisie en vase clos, comme si elle était... Bon, il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas accaparer la parole. Donc intégration régionale, transformation de l'État et de son rôle, mais sans
forcément un État fort débarrassé de la privatisation. logique rentière, Exactement. capable d'assurer un service public à la hauteur Et puis et les capable 5 de milliards. contrôler le privé. Parce que quand on parle des partenariats publics-privés, moi, j'ai pas de position de principe comme ça. Les partenariats publics-privés, on a vu des catastrophes, même en Europe, en Grande-Bretagne, en France. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un État fort, juridiquement et institutionnellement, capable de contrôler ça. Ça, on n'en est pas. On va encore. continuer le débat, si vous permettez. Dernier point. L'exemple, quand on dit aux chômeurs arrêtez les sittings ou arrêtez, revenons au calme, arrêtez, il faut le calme pour qu'il y ait l'investissement. C'est la rhétorique qu'on entend partout. Vous ne pouvez pas dire à des gens qui ont faim, qui sont pauvres, il faut voir l'eau qu'ils sont en train de consommer à Ardèche, à Gafsa et dans plusieurs régions, de se calmer, parce qu'ils ne vont pas se calmer. Quand est-ce qu'ils vont se calmer? Quand vous leur présentez une vraie vision, leur dire voilà ce que je vais faire sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Donc, Et que vous teniez parole aussi. Et que vous teniez parole. Donc, et je peux vous assurer que ça, c'est vrai, ayant été en face de ces gens-là. Voilà, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Donc on peut avoir des technocrates, parce que ce n'est pas un mot neutre, les technocrates, compétents techniquement dans leur secteur, mais incapables d'offrir une vision globale qui articule politique, sociale et culturelle, ça ne va pas marcher. C'est ce qu'on fait dans cette conférence. Et on peut pas criminaliser la victime, en fait. Ok. C'est ça. Elle, merci beaucoup. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir d'idées reçues sur ce public. Donc là, je vais poser mes questions à Céline et à Abdelaziz successivement. Mais ça fait 10 siècles que le monde arabo-musulman est dans le creux de la vague. Et nous en sommes aujourd'hui à habituer et à élever nos enfants dans la procrastination, donc dans le fatalisme, dans la malhonnêteté, etc. Et ça, en fait, c'est des petits exemples de notre langage au quotidien, et je vous invite à voir un peu la jeunesse tunisienne de quoi elle parle. Et on a envie de construire une société digne de ce nom d'ici 2030. Céline, vous intervenez dans le monde de la culture et sur ces politiques. Qu'est-ce qui se prépare sur ces sujets-là? Il n'y a pas, disait Ella Yousef, il n'y a pas de révolution si elle ne touche pas l'aspect complexe de la chose, c'est-à-dire politique, économique, sociale, mais surtout culturelle. Alors, en tout cas, les choses pourraient changer à partir du moment où on commence à penser culture exactement à partir de petits exemples que vous venez de citer, et non pas penser culture, que ce soit la grande institution, en tout cas le ministère de la Culture, donc l'institution de tutelle, ou les artistes, comme pas donc le vecteur important pour la culture d'un pays, mais comme uniquement le côté artistique, et même le mot qui revient et qui est très, en tout cas utilisé de façon très péjorative, qui est terfi. Que ce soit quand on était au ministère ou quand on écoutait une Toumaouzar, c'était terfi, limite, les clowns, quoi. Et puis en même temps, les artistes, on est dans une situation chaotique, on n'a pas de boulot, on n'a pas d'argent, on n'a rien du tout, et vous nous parlez de faire des festivals, de ramener des artistes, de faire du théâtre. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tout cela? On a besoin de manger, on a faim et on a besoin d'être soigné. Et donc là, le jour où on arrête de vraiment être on va dire le maillon faible dans tous ces problèmes-là, là où on pense culture et non pas uniquement artistique. Là, on va revoir notre façon, en tout cas nous, comment on l'a vécu, mais comment on va la transmettre à nos enfants, la culture, que ce soit notre culture arabo-musulmane, notre culture tunisienne, nous, Tunisiens, riches de tellement de cultures qui nous appartiennent, et ne pas se cacher ou ne pas faire les schizophrènes et que non, c'est pas nous, ça nous ressemble pas. Que ce soit on aime ou on n'aime pas, on a une grande richesse culturelle de différentes civilisations qui sont passées par notre pays et nous devons puiser dedans. Après, là, c'est un discours. Quand on parle donc de politique culturelle, donc il faut avoir une vision, tout à fait d'accord, il faut avoir une stratégie, le mot qui est revenu toute la journée aujourd'hui, où on va et qu'est-ce qu'on veut faire. Mais ce qui est important aujourd'hui, et les gens, ce dont ils ont besoin, et ce que nous avons en tout cas en tant qu'artistes, parce que je veux aussi le préciser,
toutes les fonctions que j'ai eu, en tout cas la chance d'avoir, je tiens à dire que je suis artiste et comédienne avant tout. Donc venons du terrain, ayant grandi et baigné dans ce terrain, qu'est-ce que nous avons besoin et ayons donc cette opportunité de passer au ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'artiste si on rentre par même une petite fenêtre dans cette gigantesque institution? Donc aujourd'hui, un autre sens, et on en a parlé ce matin et dans quasiment toutes les rencontres et les conférences, que cette grande dynamique qui se fait en fait en Tunisie ou à l'étranger, cette grande effervescence, c'est ce qu'il en sort, c'est il faut vraiment travailler avec 2 vitesses, c'est-à-dire avoir une vision, une stratégie sur le long terme, de vraies politiques culturelles transparentes et non pas de politiques culturelles opaques et non annoncées. Qu'est-ce que vous voulez dire par opaque? Qu'est-ce qu'on veut dire par opaque? Actuellement, c'est le clientélisme qui prime dans Pas ce aujourd'hui, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des schémas, il y a des politiques culturelles dans le monde où on dit voilà, la politique culturelle, l'État est architecte ou l'État est facilitateur, ou il y a des formes en fait de politique culturelle. En Tunisie, on ne s'est jamais annoncé ou on ne s'est jamais plus ou moins catalogué et on dit on n'a pas de politique culturelle. Mais on n'a pas de politique culturelle, c'est une politique culturelle. C'est ce qu'on souhaite, que rien ne soit transparent et rien ne soit clair, et qu'au sein de cette centralisation au ministère de la Culture, qu'elle fasse sa propre politique culturelle opaque, liée donc, au gouvernement donc, de la longue période qu'on a traversée avant la Révolution. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que les temps étaient très courts pour les gouvernements qui se succèdent, mais il faut donc 2 points, en tout cas en ce qui concerne le long terme et les politiques, choisir une politique culturelle, mais qu'elle n'émane pas uniquement du ministère de la Culture, ça c'est fini, parce qu'on ne peut plus être le ministère qui dirige et qui gère, voilà comment vous allez voir la culture, encore une fois on ne parle pas de l'artistique, de la culture d'un pays, elle ne peut pas émaner uniquement de cette institution, mais que ça soit réellement un échange, et en même temps, en tant que ce soit les artistes ou les intellectuels, ne peuvent pas faire une politique culturelle uniquement de leur côté et la soumettre à l'institution de tutelle et la demander de l'appliquer. L'exemple a été fait en Algérie, ça n'a pas marché. Il y a une très très belle équipe qui travaille sur vraiment de belles politiques culturelles utopiques et que le ministère a refusé en tout cas d'appliquer. Donc il faut travailler ensemble, que ce soit entre institutions donc publiques et les artistes, et avoir une vision, et puis que les gens sentent l'importance, l'impact que ce soit les industries créatives, on n'en a pas. Comment créer une industrie, comment travailler en réseau, comment ces festivals et ce potentiel qu'on a peut réellement être une richesse. Donc si je peux préciser, les 2 vitesses, c'est-à-dire ensemble, que ce soit l'institution publique, les autres ministères, mais aussi les intellectuels tunisiens, travaillent sur une stratégie et des politiques culturelles long terme, qu'elles ne soient ni attribuées à un groupe, ni une équipe, ni un ministre, mais qu'elles soient réellement, qu'elles fassent participer toutes les générations et tous les secteurs, mais en même temps être très, très pragmatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde le potentiel qu'on a dans les 700 institutions culturelles publiques qui existent et les quelques institutions privées, quand on voit le potentiel qu'on a d'avoir 2000 festivals annuels, ce potentiel-là, comment le transformer aujourd'hui en réseau, comment travailler ensemble, mettre de côté nos petits égos et nos querelles personnelles, parce qu'on a un tout petit pays. J'ai presque l'impression, Céline, qu'il faut une thérapie de groupe dans le monde culturel pour arriver à exploiter tout le patrimoine. Dans des discussions précédentes ensemble, vous disiez tout à l'heure qu'on était en train d'exploiter uniquement 20% de notre patrimoine. 20%. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, 25% du patrimoine archéologique tunisien se trouve à Gasserine. Je défie quiconque dans cette salle qui connaissait cette information, mais quand vous allez sur place et que vous voyez ces kilomètres de route d'archéologie, vous vous dites mais pourquoi on ne connaissait pas tout ça, quoi. J'aimerais en fait juste demander à Sir Abdelaziz sur le temps de la plaisanterie, quand est-ce que la harissa va remplacer le ketchup dans le monde? Enfin, écoutez, est-ce que vous me permettez d'intervenir juste 3 minutes sur le sujet précédent? Bien sûr. Merci. Regardez, pendant les 30 dernières années, la Tunisie jouissait d'un énorme dispositif de développement du pays, mais qui a été complètement détourné de sa fonction. Ce sont les 3 grandes banques publiques tunisiennes. Je nomme la STB,
la BH et la BNA. Alors, ces banques qui, avant, effectivement, travaillaient pour le développement du pays, lorsque nous sommes passés sous le régime de la dictature, ont complètement changé leur destination. Alors, aujourd'hui, ces 3 banques sont en faillite non déclarée. Et elles exigent à peu près 1,5 milliard de dinars pour recommencer à fonctionner. Or, ce qu'il faudrait, c'est en fait revoir le processus de décision de ces banques, revoir vraiment les têtes qui travaillent sur ces banques-là, et donner à ces banques non pas 1,5 milliard de dinars, mais leur donner 7 milliards de dinars et leur demander de continuer leur œuvre de développement. Alors d'où va-t-on chercher ces 7 milliards de dinars, ou même plus? Alors vous savez, c'est très simple. Ils sont là à nos pieds et personne ne veut les voir. Est-ce que vous vous souvenez du projet Sama Dubaï que nous avons donné pour rien? Est-ce que vous voyez le projet qu'il y a du côté de Sabra Tariana et qui possède 18 millions de mètres carrés? Et est-ce que vous voyez le projet qu'il y a à Sabra Tsejoumi et qui lui aussi compte 18 millions de mètres carrés? Nous avons là de quoi générer immédiatement 7 milliards de dinars. Comment? Par tout simplement un apport en nature de l'État au sein du capital de ces banques et que l'État laisse les banques gérer ces nouveaux terrains-là. D'accord? Alors, vous avez un autre problème qui est très simple. Vous avez par exemple le problème touristique. Nous avons en Tunisie des centaines d'hôtels qui ne travaillent pas du tout pratiquement entre le mois d'octobre et le mois de juin. Alors que nous avons un boom qui est exceptionnel au niveau de l'éducation, avec plein d'universités privées qui ouvrent, qu'est-ce qu'on attend pour faire en sorte que les hôteliers essayent d'ouvrir des universités qui fonctionnent du mois d'octobre jusqu'au mois de mai ou au mois de juin et de revenir des hôtels tout simplement? Ils ont tout. Ils ont les salles, ils ont les réfectoires, ils ont les chambres, ils ont les terrains de jeu, ils ont tout. Or, personne, rien non plus. Voilà. Merci. Alors, autre chose, nous avons, je pense, entre 2 et 3 millions d'hectares qui sont complètement en déshérence. Qu'attend l'État pour donner ces 3 millions d'hectares à nos ingénieurs agronomes et à tous ceux qui veulent faire de l'agriculture? Parce que si la dette au niveau de l'hôtellerie est énorme, la dette au niveau de l'agriculture tunisienne est très faible si vous la divisez par les 1,2 millions d'agriculteurs que nous possédons. Alors là, vous voyez, j'ai pris 3 minutes. J'ai parlé de 3 secteurs et ce sont des choses que nous pouvons faire immédiatement, mais vraiment immédiatement. Alors qu'est-ce qu'on attend pour les faire? Je me demande, parce que moi je vais voir les responsables et je leur en parle et je vous promets qu'ils ne m'écoutent même pas. Voilà le véritable problème. C'est un problème d'écoute. Nous avons tout ce qu'il faut en Tunisie, mais les responsables ne nous écoutent pas. C'est une thérapie de groupe alors. Hein. Bon, on va passer la parole à la salle. Merci beaucoup, Sarah Abdaziz. On va prendre 5 questions. Bonjour, Abdelmajid Larajmi. Alors c'est une question sous forme de réaction par rapport à ce qui a été dit, très rapidement. J'ai entendu tout à l'heure que la Tunisie n'a pas d'alternative que de s'engager dans le libéralisme de marché que nous avons déjà essayé depuis 30 ans et qui a abouti à une révolution. Alors, je vais vous donner juste 3 alternatives et je rejoins... Oui. La question, c'est... Vous dites que l'État... D'accord, très bien. Vous dites que l'État ne peut investir que 5%. Aujourd'hui, nous savons que le remboursement de la dette représente 17% du budget de l'État. Nous pouvons peut-être, sous certaines conditions, si ce n'est pas un échelonnement de la dette, au moins une pause dans le remboursement de la dette, et nous pouvons arriver avec 17% de notre budget. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, l'économie parallèle. Elle représente aujourd'hui 42% du budget de l'État. Et la troisième piste que je vais évoquer, c'est la justice fiscale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, à titre d'exemple, à peu près 80 000 médecins qui ne payent que 500 dinars d'impôts par an, alors que le salarié, en moyenne, il paye 100 dinars par mois. Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le ministre, que ces pistes-là n'ont pas été suffisamment explorées ou qui nécessitent un courage politique pour les mettre en application? 3 points, Silaj, mais c'est noté. Ramir Merhem. Donc, en fait, 2 questions, mais avant ça, je vais citer quelque chose de très important aussi dans le sujet. Donc, l'école Mines Télécom a fait une étude pour imaginer comment ça va devenir en 2020 ou 30. Je ne suis pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'on dit rapidement, hein? On dit que le système...
Oui, mais c'est important en fait pour la question. Hein. Donc on dit que le système des entreprises dans son configuration actuelle va s'effondrer. C'est-à-dire quoi? Le système pyramidal, le PDG, les directeurs, etc., etc., tout ça va s'effondrer pour aller vers le système du network, donc le réseau. Aujourd'hui, il y a quelque chose pour l'économie tunisienne qui est très très importante, très intéressante, qu'on est en train de mettre les gens en prison parce qu'ils sont en train de la faire en Tunisie. Il s'agit par exemple du marketing de réseau ou bien des crowdfunding. Donc ça, c'est des concepts qui sont en train d'être vraiment révolutionnaires. Il y a Obama qui en a parlé, il y a Clinton qui en a parlé, etc., etc. Mais malheureusement, le système est tellement rigide qu'on ne voit pas l'avenir. On est scotché dans nos habitudes. Mais on est là pour réfléchir. Voilà, voilà, exactement. Quoi? Donc, les deux questions, c'est premièrement pour Sir Abdelaziz. Donc aujourd'hui, on a remarqué qu'il n'y a pas que les idées ou les initiatives qui manquent. En revanche, on parle de révolution, ok, mais révolution, c'est quoi? On a forcé un destin. Donc le changement, la question pour Sir Abdelaziz, c'est au fil de l'histoire, comment s'est comporté le Tunisien par rapport au changement? Est-ce que le Tunisien est quelqu'un de très flexible au changement? Est-ce qu'il faut absolument des révolutions, d'autres révolutions pour qu'on change? La deuxième question, c'est pour Sirazi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire évoluer la loi en Tunisie? Quels sont les dispositifs? Comment est-ce qu'on a fait une constitution? C'est bien, mais tout à l'heure, il y a c'est pas figé. Donc, par exemple, le crowdfunding ou le marketing de réseau. Comment est-ce que ça peut être légiféré rapidement en Tunisie? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fadel. Rapidement. Alors, s'il vous plaît. Oui, ça va être bref, parce qu'il attend à ma question. Je vais être direct pour le ministre. Qui doit payer la facture? C'est le patron ou l'ouvrier qui l'ont volé? J'ai dit la facture parce qu'on doit commencer à travailler. Voilà, parce que maintenant, vous me dites, les gens, ils ne veulent pas travailler. Ils veulent travailler si vous les payez. S'il arrive. Voilà, ça veut dire que je suis direct. Hein. Voilà, qui paye la facture, le patron ou l'ouvrier? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils nous questionnent, il faut faire un accord entre les ouvriers et les patrons. Moi, je me pose des questions. Qui doit payer la facture? C'est tout. On est prêt pour travailler. Merci. Brabi, on doit prendre des femmes et de ce côté. On reviendra tout à l'heure. Oui, non, mais elles sont où les femmes? Brabi au milieu, Hassan. Mais les femmes d'abord. Merci pour votre intervention. Inès Ben Brahim, étudiante à Sciences Po Paris. Donc, ma question concerne notamment la démocratie de proximité. On a beaucoup parlé de la réforme d'État, de la bonne gouvernance, du développement économique. Et aujourd'hui, finalement, la Tunisie n'a-t-elle pas besoin de renforcer ses territoires pour ne pas se défaire? On le voit avec la fuite des cerveaux et avec le mouvement de Haraga. Finalement, la révolution n'a-t-elle pas été faite pour un accès égalitaire au niveau du service public? Et ça passe notamment par la réforme des territoires et la décentralisation. Quelle place aujourd'hui pour la décentralisation dans la réforme de l'État? Voilà. Merci. Youssef Benejma, j'ai une question pour Madame Yousfi. Moi, je suis parmi ceux qui pensent comme vous que l'UGTT, qu'il y a un grand parti, Nidetoun, qui a utilisé essentiellement l'UGTT, plus d'autres acteurs moins influents pour faire tomber Troïka, essentiellement Nahda. Aujourd'hui, on a l'impression que, enfin, c'est pas l'impression. Nidetoun, c'est Nahda, son copain, et sont parrainés par tous nos amis à l'étranger, etc. Et on a l'impression que Taoufam a fatrat Jasnabd et qu'il y a un clash qui se profile entre ces deux nouveaux amis et l'UGTT, qui semble inévitable avec. Voilà, comment vous voyez l'issue de ce conflit? Est-ce qu'on peut aller au clash ou est-ce que le GTT réussira à, encore une fois, s'en sortir en jouant sur les deux volets politique et social? Ou est-ce que le clash vous paraît inévitable et à quel prix? Merci. Simoaz. Tout à l'heure, j'ai entendu Monsieur le Ministre nous dire que le problème, c'est qu'il n'y avait pas... Brabi. Moaz Bamvier, je suis consultant en organisation. Et ancien conseiller du ministre des Affaires sociales en Tunisie. Merci. Ce qui m'a un peu provoqué, c'est d'entendre Monsieur le ministre, qui est arrivé dans le gouvernement qui nous a succédé, dire qu'il y avait un problème de défaut de contrat social. Et dans ce cas, je veux demander à Monsieur le ministre pourquoi est-ce que le gouvernement, Joma,
a suspendu le contrat social qui a été signé en Tunisie le 14 janvier 2013 et a préféré recourir à la commission paritaire avec l'UGTT en excluant le troisième partenaire social et a traîné en matière de mise en place du Conseil national du dialogue social, Conseil national qui aurait pu gérer et, disons, raisonner les demandes sociales, les organiser, les coordonner et permettre d'assainir justement le climat social. Tout ceci, ça a été suspendu. Et donc, comme, je vous entends dire ça, je suis questionné sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Sémia, les femmes d'abord. Merci, Wissem. En fait, pour moi, Sémia Zayeni, je suis ingénieure d'affaires et aussi activiste. Activiste, société civile, dans plusieurs domaines. Merci. En fait, ce que je veux... Donc là, aujourd'hui, on est en train de travailler ou parler plutôt de la Tunisie 2030. Mais je pense que le travail, il a déjà commencé avec la réforme d'éducation. Comment, aujourd'hui, on peut rattraper le train qui est en train de marcher et qui, visiblement, donc il est catastrophique puisque la consultation, elle n'est pas en train de se faire d'une façon naturelle ou bien comme il le faut pour une réforme de changement, sachant qu'il faut faire du changement dans l'éducation et de l'innovation. Et comment, nous, ici, en fait, après cette rencontre, comment on pourra aller vraiment travailler sur ce chantier-là qui va dessiner la Tunisie de demain. Voilà, merci. Merci beaucoup. On prend une dernière question, Si Mohamed Ali. Ma question va à Hela Yousfi. L'analyse que vous faites sur l'UGTT, tout à l'heure présentée, donc, qui défend une certaine couche sociale, donc classe moyenne, etc., je la trouve très bien, mais je pense qu'elle devrait être complétée par l'analyse des autres acteurs aujourd'hui qui font qu'on est dans une situation de conservatisme, c'est-à-dire l'UTICA. À quoi l'UTICA s'oppose, notamment dans l'ouverture d'un certain nombre de secteurs, etc. Il faudrait approfondir ça. Et l'administration publique aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder la globalité des joueurs pour comprendre la situation qui fait que tous les laissés pour compte sont des laissés pour compte. Merci beaucoup. Brabbi, une question au milieu pour être consensuel et après on prend des réponses. Mohamed Ben Saad, consultant CRM. Pourquoi on n'a jamais vu une volonté politique de lutter contre la corruption? Et est-ce que vous imaginez la Tunisie en 2030 avec une nouvelle génération de décideurs qui vont renverser la table sur les lobbies qui se sont en train de se renforcer depuis des décennies? Merci beaucoup. Alors, on va commencer, si vous le permettez, avec Hela. Donc, Hela, vous avez le clash UGTT-Parti. Est-il une obligation ou est-ce qu'on peut l'éviter? Et puis les autres acteurs, donc UTICA, administration publique. D'abord pour l'UGTT. L'UGTT, ce n'est pas un syndicat au sens classique. L'UGTT, dès sa naissance, ça s'apparente plus à une organisation politique où les luttes sociales ont été intimement liées aux enjeux politiques. Donc l'UGTT, historiquement, s'est mobilisé à la fois sur des questions sociales et aussi sur des enjeux politiques. Et l'UGTT faisait partie du champ politique tunisien. Il y avait le parti État et le contre-pouvoir représenté selon les périodes, des fois plus calme, des fois plus résistant par l'UGTT. Donc ça, c'est important à dire. Donc l'enjeu, c'est pas est-ce que l'UGTT doit se contenter du rôle syndical ou politique. Elle a toujours eu les deux, ça fait partie de son identité. Maintenant, ce qui s'est passé avec le dialogue national, on a vu l'UGTT l'acteur central qui a mené le dialogue national avec d'autres acteurs, mais ils ont quand même joué un rôle central. Dans ce dialogue national, il ne faut pas oublier que l'UGTT n'a jamais perdu de vue les augmentations salariales. Ils ont réalisé un nombre record en termes d'accords sociaux avec le gouvernement Troïka. Donc on avait le face-à-face Nahva UGTT, mais ce qui a été négocié, ils ont obtenu gain de cause sur plusieurs dossiers sociaux. Maintenant, pour faire vite, le clivage dans l'UGTT, avant, c'était un clivage entre la bureaucratie syndicale plus ou moins inféodée au pouvoir et des sections fédérales et régionales résistantes à cette bureaucratie syndicale. Maintenant, on a un nouveau clivage. Et ce nouveau clivage, il est entre
une aile au sein de l'UGTT, une aile plutôt réformiste qui dit qu'il faut se contenter uniquement de négocier des augmentations salariales, approuver le même modèle économique, se contenter en contrepartie de quelques concessions de l'élite économique et politique, des augmentations maigres d'un point de vue salarial, et une aile plus radicale qui demande que l'UJTT remette la question sociale d'ordre national au centre de son positionnement politique. Ça veut dire quoi, la question sociale? C'est la question sociale qui dépasse uniquement les augmentations salariales, c'est-à-dire que l'UJTT ait une vraie alternative à offrir par rapport à la privatisation du service public, que l'UJTT milite pour la caisse de chômage, qu'elle ne se contente pas uniquement d'un rôle de dénonciation et qu'elle soit plus offensive au niveau social. Le dernier discours de Abbé, c'est un des derniers discours de Abbé, on a vu une évolution dans le discours où il était, on a vu le clash par rapport à l'UTK. Effectivement, là, l'UGTT est à la croisée du chemin. Les positions de Hossein Abbé sont motivées par les équilibres de force au sein de l'UGTT, parce que ce n'est pas un acteur monolithique. L'UGTT regroupe plusieurs tendances politiques, plusieurs secteurs sociaux. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a un gouvernement, Nahda et Ndidetoun sont d'accord sur le projet libéral légitimé par, imposé par les bailleurs de fonds. Et on demande, les syndicalistes maintenant, une partie des syndicalistes demandent à l'UGTT de jouer un rôle de contre-pouvoir. Et il y a certains qui parlent de feuille de route sociale. Ils ont fait la feuille de route politique. Et là, ça dépendra de la... Est-ce que cette aile-là va pouvoir être capable de... Les autres acteurs. Les autres acteurs. S'il vous plaît. L'UTK, l'UTK, parce que je maîtrise un peu... Oui. L'UTK, c'était une coalition menée par Hedi Gilène et c'était 2 ou 3 personnes qui ont été là. Ce n'est pas une organisation, c'est une coalition de personnes qui ont servi l'intérêt de la famille régnante. Le dialogue national, paradoxalement, l'UGTT avait besoin de l'UTK pour dire à l'étranger aussi et localement, voilà, patronat et ouvriers, ils ont réhabilité le pacte unitaire de 59, on est ensemble pour la stabilité politique et économique. Ça a été... Et donc, du coup, paradoxalement, l'UGTT a donné du pouvoir à l'UTK. Et donc, maintenant, le problème avec l'UTK, c'est que l'UTK aussi défend ses intérêts et défend les intérêts des hommes d'affaires de l'UTK, et notamment le clan Bouchamé, oui, pour ne citer que ce clan-là. Donc là, l'enjeu, l'UGTT, à l'UGTT, il y a des gens qui sont conscients de ces enjeux-là. Donc l'avenir va nous dire, l'UGTT va être amené, enfin en tout cas ce que je vois des pressions internes, l'UGTT est amené par rapport à un enjeu de survie. Ils ont beaucoup de défis. D'abord, le défi des dérives corporatistes, parce qu'on voit plus des dérives corporatistes, ils défendent uniquement les augmentations salariales, comment ils vont gérer ça. Et le défi social, encore une fois, comment faire face au projet libéral largement défendu par le gouvernement de Nahda et l'UTK. Merci. Voilà. Dernier truc, juste rapidement, par rapport à le dernier commentaire, quand on a parlé des valeurs morales. Je pense qu'il y a une révolution pour réhabiliter les valeurs morales dans l'exercice du politique. Ça, c'est un point important. Et malheureusement, il n'y a pas eu ça. Donc l'enjeu, je pense que pour la classe politique nouvelle, les hommes politiques qui réussiront à réhabiliter les valeurs morales au cœur de leur projet politique, ils auront forcément énormément de chance et ils neutralisant peut-être le taux d'abstention très fort dans la société tunisienne. Merci. Sirazi, très rapidement, s'il vous plaît. Vous avez une question sur l'évolution, comment on fait évoluer la loi et décentralisation. Oui, mais je me sens concerné par quelques autres questions. Si vous me permettez, je commencerai par la question relative à la corruption, que je lis à 2 remarques qui ont été faites ici et de ce côté-là de la salle, relatives aussi à la question fiscale. Je crois que, et probablement toute ton analyse, en fait, dévoile cette situation. Nous avons une révolution sans leadership, ni partisan, ni de personnel politique. Et nous avons aujourd'hui une transition et une gestion par un personnel politique qui, dans l'ensemble, n'a pas fait la révolution. Donc, cet hiatus historique, ça ne s'est jamais vu. Une révolution dont la force locomotrice
n'est pas celle qui l'a faite. Et donc le problème de la corruption concerne ceux qui ont fait la révolution, mais ne concerne pas ceux qui sont portés par la révolution au pouvoir. C'est pour ça qu'ils ne diront jamais non à la corruption, à la lutte contre la corruption, mais ils vont mettre les curseurs au plus bas. L'instance de lutte contre la corruption vivote, tous les vrais dossiers n'ont pas été les vrais dossiers de la révolution. Et c'est la même chose pour la réforme fiscale. Notre pays a mal à l'impôt depuis au moins 2 siècles et demi. Et donc, aujourd'hui, une réforme fiscale, pas de mesurette, pas une réforme de taux, une réforme fondamentale qui redessine les contours d'un autre rapport de l'individu à l'autorité. Notre histoire de sujet au départ et de citoyen, j'espère aujourd'hui, a été façonnée par ce rapport de l'État qui ponctionne de manière exagérée l'impôt et de manière injuste. On ne sait pas comment il ponctionne et on sait surtout qu'il ne les distribue pas sérieusement. Il n'y aura pas eu de révolution, il n'y aurait pas eu de révolution si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes qu'on peut étiqueter aujourd'hui sur un plan moral. Mais c'est plus que ça, c'est un problème structurel. La révolution est orpheline du point de vue du personnel politique. Tout le monde est arrivé après la Révolution, ceux qui font aujourd'hui la politique de la Tunisie. Alors pour les deux questions, la question de la loi, alors on ne sait pas si c'est uniquement un défaut de confection de la loi, et on l'a bien avant la Révolution. Nous avions déjà lancé un processus de mauvaise écriture de loi. Je peux vous serrer, mais le temps ne permet pas, des choses étonnantes. De mauvaise qualité de législation. Donc ça, c'était dans le pipe et on continue. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas une culture du droit. Nous avons une culture du contraire. Nous avons une culture du passe-droit. Quand vous n'avez pas votre passeport et vous devez voyager le lendemain, vous allez vous enorgueillir auprès de vos amis, vous dire « mais moi, j'ai eu le passeport en 24 heures ». C'est-à-dire, c'est un marqueur de statut social. Le fait de dépasser le droit est un élément d'identification et de hiérarchie sociale. Le droit est laissé à ceux qui n'ont pas le choix. Et donc, nous avons un autre travail. Celui-là, il demandera énormément de temps, des générations, et c'est un problème culturel à l'arrivée, c'est de reconstruire notre rapport à la norme qui nous régit. Nous avons d'autres paramétrages. La loi, nous y arrivons lorsque nous y sommes contraints. On rirait du nez au nez du Tunisien qui s'arrêterait à 3 heures du matin au feu rouge s'il n'y a pas de flics au tournant. On lui dit mais pourquoi? Et on trouverait légitime que l'on ne s'arrête pas. Et donc c'est un problème très très profond et qui n'est pas propre à la Tunisie, mais la Tunisie est peut-être un cas particulier de ce point de vue-là. Je m'adresse à la question posée par mademoiselle sur la décentralisation. Alors, la Constitution a été généreuse sur la partie décentralisation, mais ce n'est que la Constitution. Le reste, c'est les lois, c'est les pratiques. Et pour terminer, le nœud gordien, c'est la question du financement. Et je reviens à mon problème de départ, la fiscalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, la fiscalité est ramassée par l'État et elle est redistribuée ensuite. Or, pour avoir une vraie décentralisation, il faut donner les moyens aux entités décentralisées. C'est les municipalités au début, c'est les régions. La Constitution prévoit même les districts. Toutes ces instances, tous ces niveaux de décentralisation, s'ils n'ont pas une autonomie financière, il ne peut pas y avoir de décentralisation. Ça peut être une décentralisation nominale, mais qui, techniquement, on appelle ça de la déconcentration, ce n'est pas de la décentralisation. Donc, que l'État accepte de s'amputer d'une partie de ces recettes fiscales, c'est la question quand on connaît les limites de l'exercice budgétaire maintenant. C'est pour ça que sur le plan des textes, il y a des choses généreuses, mais moi je demande à voir ce qui va en être fait dans la pratique. Merci beaucoup. C'est Abdelaziz. Une question sur le Tunisien et le changement au travers de l'histoire avant de finir avec Silhedi. En fait, je vais le dire en quelques mots seulement. Vous savez, la résistance d'un peuple, elle est directement liée au respect que le peuple a envers ses dirigeants. Lorsque les dirigeants sont corrompus, vous savez, ils tombent très vite, comme nous l'avons vu. Mais lorsque les dirigeants jouent la justice sociale, qu'ils sont des dirigeants justes, les peuples, là, forment une résistance énorme. Et c'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire de la Tunisie, pratiquement. Ce qui est malheureusement méconnu, parce que malheureusement, l'histoire est écrite par les vainqueurs,
c'est que la résistance du peuple tunisien à travers les âges a été exceptionnelle. Tout comme a été exceptionnel le message de la Tunisie, ce message qu'elle a jeté à la face du monde. Parce qu'il faut dire ce qui est, la Tunisie a été l'une des premières républiques du monde et elle a été aussi l'une des premières démocraties du monde, si ce n'est pas elle qui a créé la République carrément, parce qu'on en doute beaucoup en ce moment. Et donc voilà. Merci beaucoup. Syed dit plein de questions. Donc le remboursement de la dette, l'économie parallèle, la justice, la fiscalité, la justice sociale, les patrons ou le capital ou le travail, qui paye la facture? Oui. Très bien, merci beaucoup. Je vais aller très vite parce que je pense... Le contrat social, suspendu aussi. Oui, et le contrat social. Vous êtes tous, vous travaillez, j'espère, et que vous savez qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'économie et des finances et dans la réalité. Il faut toujours revenir à la réalité, sinon on va se perdre. Et le Tunisien, il aime beaucoup s'élever ailleurs que la réalité, parce que je crois que ça lui fait oublier ou ses problèmes, ou il ne veut pas les affronter. Et il faut les affronter. Et il faut y aller très vite. Quand on dit, par exemple, en fait, ceux qui ont fait la révolution ne l'ont pas pris parce que c'est l'élite qui l'a capturé. Moi, je dis, oui, vous avez parfaitement raison au point de vue raisonnement intellectuel, mais la réalité est autre aujourd'hui. On a fait la transition, il y a des institutions, etc. Travaillons, mettons-nous au travail pour avancer. Parce qu'on ne peut pas revenir. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à ces gens-là qui ont fait la révolution, venir reprendre la chose ou quoi? Donc, il faut dire, OK, j'ai fait l'analyse, très bien, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a des chômeurs, on a une économie qui doit tourner, on a une compétitivité qui baisse, on a une balance commerciale qui est catastrophique. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, réveillons-nous, c'est bien d'analyser, mais c'est aussi bien d'aller vers des solutions pratiques. Deuxième chose, quand on dit, ah oui, mais attention, le modèle libéral, c'est pas bon, on a d'autres alternatives. Quand on dit quelles sont les alternatives, ah moi, je ne sais pas, il faut qu'on réfléchisse. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait en tant temps? On va continuer à réfléchir. Nous, ce qu'on a dit, il y a malheureusement ce modèle libéral qui est dans le monde entier. Et nous, Tunisiens, on peut peut-être apporter quelque chose qu'on faisait du libéral social. C'était ça notre problème. Notre problème, c'est la distribution. Eh bien, faisons un peu mieux la distribution. Et moi, je vais vous dire quelque chose. On peut l'améliorer beaucoup avec un coût nul. Pourquoi? Parce que si vous voyez le budget qu'on a pour l'éducation, pour la santé, pour les sécurités sociales, etc., c'est l'un des plus élevés, mes chers amis. C'est que nos ressources sont mal utilisées. Ce n'est pas un problème qu'on n'a pas fait du social. On a mal fait du social. Et on a absolument... Vous savez ce que ça veut dire, l'efficacité de l'utilisation des ressources, j'espère. Eh bien, c'est ça notre problème. Au lieu, quand on dépense un dinar chez nous, au lieu d'avoir pour un dinar ou un dinar 2, nous, on a pour 400. C'est ça notre problème. Donc, c'est l'efficacité de la gestion, l'efficacité de l'administration, ne l'oubliez pas. Donc, parmi les réformes, c'est aussi les réformes du secteur public, des institutions et de toutes nos procédures et de nos cadres réglementaires. Alors, on dit on n'a pas de vision, on n'a pas de programme, on a dit ça. Peut-être parce qu'on n'a pas vu ici quelques mois. Mais je vous rappelle que le 8 septembre 2014, on a sorti, et la note elle est partout, je peux vous l'envoyer, on a une vision, on a une stratégie, on a un programme et vous avez tout, toutes les réformes. Maintenant, que ceux qui sont venus après ont voulu l'ignorer et reconstruire, ça c'est une autre paire de manches, c'est à nous les citoyens de leur demander des comptes. Mais il est là, on peut ajuster, on peut améliorer. Mais vous avez fait pareil avec le contrat social. J'y viens, parce que j'ai quand même une réponse à ça. Il n'y a pas de chose pour laquelle... Donc, on a, et la Tunisie, on a trop. Maintenant, mettons-nous au travail, mais mettons-nous ensemble, comme je l'ai dit, parce qu'apparemment, on ne peut plus rien faire si on n'est pas tous ensemble. Ça a un coût, vous allez voir, parce que ce ne sera pas facile de prendre des décisions en Tunisie. Troisième chose, les réformes fiscales, l'économie parallèle, la dette publique et l'économie... Oui, c'est ça, l'économie parallèle. Tout ça, d'abord, c'est dans cette vision. Et tout ça est en train, malheureusement, a été fait depuis 3 ans au conçu. Et ils ont fait, les gouvernements qui se succèdent, y compris le nôtre, et des consultations régionales, des consultations sous-régionales, des consultations je ne sais pas quoi, etc. Mais la décision n'est toujours pas là. Et vous savez pourquoi la décision n'est toujours pas là? Parce qu'on est dans ce système où il faut qu'on soit tous autour de la table et il faut qu'on soit tous d'accord. Eh bien, on ne sera jamais, sur le plan économique, tous d'accord. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ou un consensus sérieux
parce que je veux sortir le pays de la crise, et parce qu'on veut avoir l'emploi, et parce qu'on veut la croissance, où on dit, eh bien, puisqu'on n'est pas tous d'accord, on va encore se réunir une autre fois. Alors, choisissons. Et j'espère que vous me comprenez, parce que c'est ça l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire les choses. Toutes les réformes fiscales dont vous avez parlé, elles sont là. Et d'ailleurs, elles étaient refaites au moins 2 ou 3 fois. Moi, la semaine dernière, j'étais dans une réunion et il y a des choses qu'on a changées dans le cadre de la transparence et de la justice. Et j'avais dit, mais quand allez-vous prendre la décision? Eh bien, on attend. Parce qu'il faut maintenant se réunir encore une fois avec X, Y et Z, etc. Tout ça, c'est des associations et syndicats et UTICA et tout. Mais ça a été fait, j'ai dit, ça a été fait 3 ans de suite, tous les ans. Qu'est-ce qu'on attend? À mon avis, c'est le leadership et le courage de prendre la décision. C'est ça. Le rééchelonnement de la dette. Alors, le rééchelonnement de la dette, c'est une histoire. Franchement, je ne comprends rien, moi. Parce que quand on regarde la dette tunisienne, elle est vis-à-vis pratiquement de 2 grands corps. D'abord, c'est les banques nationales tunisiennes, c'est la dette domestique. Et le reste, c'est vis-à-vis d'institutions internationales. Les institutions internationales, pour qu'on le comprenne une fois pour toutes, ils ne rééchelonnent jamais, parce que c'est leur statut. Et leur statut est visé par l'ensemble des pays. Parce que des pays comme des institutions comme la Banque mondiale ou la FMI, ce sont des propriétés des États, des 160 États. Et dans leur statut, on ne rééchelonne pas. On peut éventuellement discuter d'augmenter, d'aider, de revoir, mais jamais on rééchelonne parce que ça, c'est dans les statuts, comme c'est dans votre statut. Donc, ceux qui rêvent encore d'échelonner, ça ne va pas. Ceci étant, quand je regarde la dette publique tunisienne, mais c'est quoi 50%? Ce n'est pas grand-chose. Dans ce pays, vous êtes à 100 et quelques. En Angleterre, ils sont à 110. En Italie, ils sont à 143. Notre problème, ce n'est pas ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'efficacité de l'utilisation des ressources et du fait que depuis à peu près 4 ans, on s'endette, non pas comme auparavant pour faire de l'investissement et de l'infrastructure, on est en train de nous endetter pour payer les salaires. Et c'est ça notre problème. Cette dette est très mauvaise actuellement parce qu'elle n'est pas pour l'investissement et pour les services publics. Donc, il faut quand même qu'on fasse la différence entre tout ça. Qui va vous rééchelonner? Qui? Quel est le pays? Le pays, les aides, tout ce qui est dette bilatérale de pays à pays, oui. Mais on ne peut pas décider unilatéralement. Ah ben, si vous décidez unilatéralement, je vous conseille d'abord de lire les statuts, parce que vous vous fermez sur le marché. Aucune institution, publique ou privée, ne vous donnera plus rien, puisque la signature vient de l'autre côté. Donc, soyons clairs, ce n'est pas ça la charge pour nous. C'est vraiment, mettons-nous au travail, allouons les ressources là où il faut et optimisons. Je continue. L'économie parallèle. L'économie parallèle, c'est un vrai problème. L'économie problème, c'est un vrai problème, cette économie parallèle, parce que malheureusement, avant, il y avait un peu de mafia, ensuite, ça a augmenté un peu, et maintenant, elle est beaucoup. Elle est partout. Alors, allez-y le régler. Alors, malheureusement, on est arrivé avec le terrorisme, on est arrivé ensuite avec tous ces problèmes de sécurité, et aujourd'hui, notre capacité sécuritaire est quand même limitée, disons-le. Donc, il y a des priorités aussi. Les priorités, ils ont dit, c'est la sécurité du pays, c'est la lutte contre le terrorisme, et on va essayer de faire quelque chose. D'ailleurs, à travers la fiscalité, on peut faire quelque chose, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Il faut faire quelque chose de beaucoup plus important et pendant une longue période. Suspension du contrat social. Monsieur, cher ami, on ne l'a pas suspendu. Quand on a commencé à parler et à discuter avec les syndicats sur les augmentations de salaire, on a soulevé le problème. 1, les négociations au niveau général et non pas sectoriel. Et 2, que fait-on du contrat social? Les acteurs, parce que nous étions là mandatés pour appliquer un mandat. On n'était pas là pour... Et ils nous ont dit, tout ce qui est institution, y compris les institutions de la Constitution, ça, c'est à ceux qui vont être élus dans un an pour le faire. Donc, on ne pouvait rien. Nous, on n'avait pas de légitimité autre que celle du mandat qui nous a été donné. Est-ce que c'est une bonne chose, mauvaise chose? Moi, je n'en sais rien, mais je le lis, ce contrat social. Si on me dit aujourd'hui, est-ce que vous le mettez tel qu'il est? Moi, personnellement, je dis non. Parce qu'il est déséquilibré. Il est déséquilibré, comme vous pouvez le savoir, de quel côté. Bon. Alors, capital versus travail, qui paye la facture? Moi, s'il vous plaît, on discute après. Mais là, on finit. Moi, quand je dis d'abord un modèle libéral social, à ce moment-là, c'est le dialogue. Et à l'intérieur de l'entreprise, il faut qu'il y ait une distribution juste, équitable, entre le capital et le travail. Quel était le problème, en fait, avant en Tunisie? C'est que
jamais personne n'a respecté la législation du travail, qui, elle, protège sérieusement le travail. Eh bien, tout ce beau monde-là. Aujourd'hui, on revient dans un pays de droit. C'est pour ça que j'ai insisté, c'est la démocratie et l'état de droit. Donc, tout le monde doit respecter le droit, quel qu'il soit. Et à ce moment-là, la facture devient évidente. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour moi la relation patron-travailleur, c'est pas uniquement au niveau du salaire, c'est aussi la formation, c'est aussi les conditions de travail, c'est aussi la sécurité. Il y a tout un environnement pour augmenter la productivité et pour motiver aussi l'ouvrier, et ça c'est fondamental. Et merci. Merci beaucoup. Cyrine, à vous le mot de la fin avant le cocktail. Donc pour finir, moi je veux juste rebondir par rapport à la corruption et exactement ce qui a été dit, c'est vraiment un problème de mentalité, c'est un problème culturel. Et juste pour dire, il ne suffit pas uniquement d'un courage des politiques ou des gouvernements, parce que le ministère, si on regarde juste le ministre qui change tout le temps, là c'est la face qui est apparente de l'iceberg, mais en dessous, il y a toute une grande pyramide, il y a des gens qui résistent en interne et qui ne souhaitent pas que certaines choses changent. Donc, aussi, le travail doit se faire en interne parce qu'on ne va pas de toute façon tous les changer ou tous les sacrifier. Non, bien au contraire. Donc il y a une nouvelle mentalité à double vitesse qui doit vraiment se propager dans les administrations et leur donner, encore une fois, avec une stratégie, une volonté de pallier à cette volonté de toujours être dans cette corruption, mais en même temps travailler sur les générations futures dès qu'ils sont enfants, parce que c'est pas uniquement au niveau des politiques, mais quand on apprend à gruger et à tricher quand on est enfant, forcément on devient malhonnête quand on est plus grand. Alors merci beaucoup. Moi sincèrement, j'aimerais dire juste un petit mot. Quand je vois la débauche d'énergie, quand je vois tous ces gens qui sont restés aussi tard aujourd'hui, quand je vois la passion qu'il y a autour de ce panel, je me sens d'autant plus optimiste pour 2030 parce que j'ai l'impression que le changement est en train de se passer réellement. Nous sommes chacun un agent du changement quelque part pour la Tunisie. Qu'on soit en Tunisie ou ailleurs, nous sommes en train de réaliser le changement et vous n'imaginez pas à quel point ces petits changements de tous les jours font de la sédimentation qui préparera une Tunisie 2030 du moins rayonnante. Je crois qu'il va y avoir une célébration. Hatem, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'être resté. Moi, je voulais juste profiter de cette petite occasion, donc avant de passer à autre chose, pour remercier l'équipe de la TUJ France pour le travail incroyable qui a été fait pour préparer ce forum. Je voudrais qu'on les applaudisse tous parce qu'ils sont là. Je voudrais aussi saisir cette occasion juste pour faire un petit clin d'œil à notre ami Amina Loulou qui a initié cette, je dirais, tradition des forums de la TUJ en France en 2006 et qui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement. Et pour finir, je voulais vous donner rendez-vous au fait pour la version de Tunis, au fait, qui aura lieu début octobre, 1er octobre a priori, pour continuer de débattre autour de ce thème de la Tunisie 2030. On va être plutôt sur des thématiques autour des métiers d'avenir et de l'avenir de certains des métiers aussi, donc de se projeter encore par rapport à une certaine vision de la Tunisie en 2030. Donc rendez-vous à Tunis pour la suite. Et pour la... Je laisse la parole à Hanan. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors tout de suite, là, on va inviter déjà toute l'équipe organisatrice. Plus d'une cinquantaine de personnes. Voilà, tous volontaires, tous sans exception volontaires. Ils ont travaillé pendant des mois, depuis novembre, je crois, pour faire de ce jour-là une réalité. Comme on a dit tout à l'heure, le forum existe depuis 2006. C'est la 10e édition. Donc c'est un chiffre qui se fête. Je vous invite à les applaudir très très fort. J'invite Meher Barbara aussi à se joindre à nous, ancien président. Si, mais si. Oui. Spécial dédicace au chef d'orchestre Marouane Nigre. Voilà. Donc je vous remercie et comme promis, on va fêter donc les 25 ans de la TUJ, mais à l'extérieur. Donc là, on va juste prendre une photo d'équipe et on
On va attaquer le cocktail.